Bonjour Yvon, comment ça va? Bonjour. On se connaît, on s'est vu une fois, donc on n'est pas très proches, mais je suis très content qu'on se parle aujourd'hui parce qu'on est tous les deux hommes. Deux hommes déjà. Vous avez terminé une maîtrise en psychologie à l'Université Laval en 1976. Exact. C'est l'année de ma naissance, donc j'ai un certain respect. Vous êtes auteur, formateur et conférencier. Mm-hmm. Vous avez fait des relations hommes-femmes votre spécialité. Vous avez écrit une trentaine d'ouvrages sur le sujet, dont la trilogie best-seller sur le bonheur conjugal, dont celui bien connu, Qui sont ces couples heureux? Qui est mon meilleur vendeur. Mon meilleur vendeur. Et que la revue Psychologie a classé parmi les 50 livres qui changent une vie. C'est tout un honneur que j'ai reçu du magazine Psychologie. Alors, si votre couple bat de l'aile, il est conseillé. Alors, vous animez une formation en thérapie conjugale positive axée sur la gestion des crises, des conflits et des dynamiques inévitables de la vie à deux pour les intervenants en relation d'aide. Mm-hmm. Vous êtes co-auteur avec le docteur Yves Psalti, je le dis peut-être mal. Yves Psalti, c'est ça. Parfait. Sexologue belge de la formation en psychosexologie positive que vous animez depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui à Bruxelles, Lausanne, Montréal et Paris. Exact. Vous êtes père, grand-père et même arrière-grand-père. Par alliance, oui. Bref, vous avez aujourd'hui 75 ans. Exact. Et vous avez eu une vie quand même bien remplie, hein, on s'entend. Que j'avais noté plutôt heureuse, ça semblait ça. Oui. Sinon, j'aurais pas pu écrire qui sont ces couples heureux, qui sont ces hommes heureux. Ça aurait fait de la fausse représentation. Oui, cordonnier mal chaussé. Bien qu'on pourrait parler de tellement de sujets avec vous, justement, sur les couples, sur cette psychologue, donc on peut parler de juste de la psychologie humaine. J'étais psychologue. Ah, vous étiez, parfait. Parce que je n'ai pas renouvelé mon adhésion. Oui. J'ai pris ma retraite de l'Ordre des psychologues du Québec, dont j'ai été membre de 1978 jusqu'au 31 mars 2022. Ah, mais c'est quand même récent, là. Oui, très récent. Donc, mais aujourd'hui, c'est ça, nous, on va s'intéresser plus à la condition masculine, parce que vous avez écrit beaucoup sur le sujet, vous êtes intéressé beaucoup à la condition des hommes, et puis vous avez publié justement des livres, vous avez fait des conférences à ce sujet-là. Alors, Yvon Dallaire, bienvenue à Penser tout haut avec Jules. Bonjour Jules. J'ai l'impression que non seulement vos publications comme telles vous ont amené à approfondir les sujets sur la condition masculine, mais j'imagine que dès le départ, c'est avec votre clientèle comme telle, vous avez fait des constats que certains hommes allaient pas bien, parce que on s'entend les gens consultent, c'est pas seulement des hommes qui vous consultent, là, on l'a dit au départ, j'imagine que votre carrière c'est les hommes, les femmes, puis à un moment donné, les couples évidemment. Puis là, vous êtes arrivé à vous dire, bon, il y a quelque chose qui cloche peut-être avec les hommes. Ça, c'est à partir de quel moment vous avez pris conscience? Mon livre qui a été publié en 2001, Homme et fier de l'être, m'a pris plus de 5 ans là à écrire. Là. C'est le livre qui m'a demandé le plus de travail parce que j'ai fait vraiment un travail de recherche. Et c'est ça, donc à la fin des années 90, au milieu des années 90 plutôt, je me suis intéressé à la condition masculine parce que c'était l'homme, et encore aujourd'hui, l'homme est le sujet contre lequel on peut le plus déblatérer sans que personne, généralement, prenne sa défense. Alors, le livre que j'ai écrit, je l'ai écrit en 2 parties. La première partie, c'est dur d'être un homme parce que je fais la liste de tous les préjugés qu'il y a par rapport aux hommes qui ne communiquent pas, qui ne pensent qu'au sexe, qui s'occupent pas des enfants, qui pensent qu'au travail et patati et patata. Il y en a une dizaine comme ça de préjugés. Et dans la deuxième partie de ce livre-là, en quoi c'est beau et bon d'être un homme. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai intitulé « Homme et fier de l'être ». Et je l'ai réédité chez Québec Livre en 2016 sous le titre « Homme est toujours fier de l'être ». Même si encore aujourd'hui, on présente l'homme particulièrement de 50 ans et plus blanc comme étant la pire chose à être sur Terre.
l'homme blanc, en général, ce qu'on dit, c'est il y a le dos large souvent ces temps-ci dans les médias. Mais c'est pas d'hier qu'on voit, par exemple, dans les publicités, l'homme, celui qu'on peut rire, celui qui fait l'idiot, c'est souvent l'homme comme tel. Pensez-vous que l'idée qu'on dit, d'ores et déjà, on lui donne un statut de privilégié, donc on a le droit un peu comme de rire du roi, puis c'est banalisé dans ce sens-là. Si on changeait le mot homme pour le mot noir, on verrait tout le sexisme qu'il y a, le racisme, c'est-à-dire qu'il y a par rapport aux noirs. Mais quand on parle contre les hommes, personne ne réagit, ou si peu. Je comprends votre pratique. Vous avez commencé, on parlait de 76, vous avez commencé une longue carrière. Donc, c'est plus au bout de 20 ans, vous êtes intéressé à la condition masculine ou déjà dans les années 80, 90? J'étais moins sensibilisé à la condition masculine. C'est avec le temps, avec mes consultations, qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait là un problème et qu'il fallait... je suis bien d'accord avec le mouvement féministe sain qui réclame l'égalité, j'en suis, qui réclame à travail égal, salaire égal, qui veut faire de la conciliation travail-famille. Je suis 100% d'accord avec ça. Sauf que ce n'est pas en écrasant l'autre qu'on peut s'élever. Et dans le discours féministe radical... Et dans le discours féministe radical, il y a justement cet aspect de misandrie. Si j'étais une femme aujourd'hui, moi, je me sentirais insulté qu'on me présente toujours comme une faible personne qui n'est pas capable de prendre sa défense, alors que je sais très bien que les femmes sont capables d'être autonomes et de s'affirmer. Croyez-vous qu'on est souvent enclin dans ce genre de discours-là? On tombe beaucoup dans les amalgames, les généralités. On dit déjà les hommes, les femmes, c'est déjà, ça amène un grand biais comme tel. Exact. Mais évidemment, pour intellectualiser des sujets comme tel, on n'a pas le droit de passer par certaines généralisations. Et puis, moi, ça m'amène à la question, parce que vous avez ouvert le chemin sur, vous avez dit... les féministes sains, là. On entend ici qu'il y en a qui seraient malsains comme tels. Je vais vous poser la question directe. Est-ce que vous êtes féministe? Je suis féministe. Je suis aussi hoministe et je suis aussi humaniste. Et je pense que les hommes et les femmes ont avantage à travailler ensemble plutôt qu'à développer une suspicion entre les sexes comme ça se fait dans un certain discours misandre et misogyne. Le meilleur ami de l'homme, c'est la femme, si la femme le respecte. Le meilleur ami de la femme, c'est l'homme, si l'homme respecte la femme. Alors on est condamnés tous les deux à vivre ensemble. Alors organisons-nous pour y parvenir. Malheureusement, les statistiques sont là pour le démontrer, 50% des couples se divorcent. 30% se résignent et s'endurent pendant des décennies, et à peine 20% des couples réussissent à être de plus en plus heureux avec le temps. Et l'amour, c'est l'objectif du couple. Okay? C'est pas ce qui existe au début. Au début, c'est un grand rêve, c'est la passion, c'est l'attirance, c'est les sensations intenses, les émotions intenses aussi. Mais la majorité de ces couples-là, 80% finissent de mauvaise façon, alors qu'à peine 20% des couples arrivent à être heureux, et le sont parce qu'ils se respectent, parce qu'ils s'admirent, parce qu'ils se valorisent l'un l'autre, et non pas en attaquant l'autre en disant que tu es responsable de mon malheur, comme le fait un certain discours. Et ce qui a évolué depuis votre pratique, c'est tout l'avènement des LGBT+, et il y a toute la théorie du genre, tout ça, qui fait que
croyez-vous qu'il y a un certain mouvement là-dedans justement, il y a un petit côté plutôt misandre qui fait en sorte que être un homme, puis on pourrait dire aussi certains féministes radicales, là, parce qu'il y a de nombreux types de féministes qui portent un peu comme l'homme aurait de manière naturelle le mal incarné comme tel, puis on le vit dans certains discours, mais ce qui empêche d'autres féministes, notamment comme vous et moi, parce que moi je me suis toujours dit féministe, de revendiquer l'étiquette des féministes, parce que déjà t'es un homme, il y en a qui sont un peu inconfortables avec ce type d'étiquette-là, parce que justement on fait beaucoup d'amalgame. Il y a beaucoup vous avez dit féministes sains, c'est pas parce qu'un homme en 89 a tué 14 femmes, je crois, que tous les hommes sont des tueurs en puissance. Croyez-vous que c'est récupéré aujourd'hui, justement, au détriment de la condition masculine? Pour démontrer qu'effectivement, le mâle, c'est le diable incarné, si on veut, alors que la femme serait angélique. On a un certain discours victimaire, la femme se présente comme étant une victime, et revanchard en disant que c'est l'homme qui est responsable de son état. Alors que non, on est co-responsable de nos couples, on est co-responsable de nos sociétés, et on est co-responsable de l'évolution de l'humanité. Alors, il faut travailler en collaboration et non pas en compétition, en encourageant une suspicion entre les sexes, comme malheureusement certains discours le font. Moi, j'ai eu l'occasion de lire la réédition, justement, d'Homme est toujours fier de l'être. Puis là-dessus, moi, j'ai lu que vous défendez énormément la condition féminine, mais c'est axé beaucoup plus à la condition masculine comme telle. Parce que de part et d'autre, il y a du travail à faire. On s'entend... on a le mouvement MeToo, qui est évidemment une bonne chose qui se sont passées. Il n'y a aucun viol, aucune violence n'est acceptable. Mais on dirait que on peut dénoncer de ce côté-là, puis moi je l'ai vécu le féministe depuis une dizaine d'années, il y a eu des hauts et des bas, puis avec le MeToo ça a relancé. On se souvient ici qu'il y avait une ministre responsable de la condition féminine qui avait de la difficulté à un moment donné de se dire féministe, puis finalement elle a eu un contrebalance. Mais on l'a vécu, mais je crois que c'est des étiquettes qui justement qui viennent souvent avec peut-être d'autres termes que les gens veulent pas être associés en termes de néo-féministe, ou certains, je te dis, le féministe radical, ou qui a des tendances à être plus misandres, dans lequel c'est plus difficile de dire ok, on va appuyer certains mouvements ou certains services, où on va essayer de rehausser au niveau de la condition féminine, puis on est tous d'accord avec ça, mais au moment qu'on pointe certaines problématiques masculines puis qu'il faudrait prendre en charge, moi ce que je comprends sur le terrain, c'est plus difficile d'avoir du financement, c'est plus difficile d'avoir des recherches pour trouver la revue Actualité médicale a fait une recherche et a démontré que notre gouvernement a investi 11 fois plus de fonds dans la santé des femmes que dans la santé des hommes. Je veux bien croire qu'un sein c'est plus beau qu'une prostate, mais il y a autant d'hommes qui meurent du cancer de la prostate que de femmes qui meurent du cancer du sein. Ça ne veut pas dire d'enlever des fonds à la recherche sur le cancer du sein, mais ça veut dire peut-être se préoccuper davantage de l'état des hommes qui, eux aussi, meurent de ce cancer-là, de la prostate. Puis, j'aimerais enchaîner là-dessus pour dire, dans le fond, on décrit la victimisation de certains mouvements féministes, mais il ne faudrait pas aussi les hommes jouer à la victimisation, dans le sens que, est-ce qu'il y a aussi une part à prendre aux côtés des hommes qui, de reconnaître leurs problèmes, puis de revendiquer plus de services aussi. Parce que les hommes ont la difficulté à y aller de l'avant puis manifester pour leurs droits. Les hommes ont beaucoup de difficultés à se tenir ensemble et à travailler ensemble. Si on regarde les groupes de femmes sont très stables dans leur... alors que les hommes, eux autres, vont se réunir le temps d'un problème, le temps d'une chasse, dans le temps, c'est comme ça. Et dès qu'ils ont tué un gibier, ils le partagent, et chacun s'en va de son côté. Et tous les groupes d'hommes, Hommes Québec et Hommes Paris, etc., que j'ai pu rencontrer, c'est un petit peu ce qui se passe. Un homme va venir chercher une réponse, puis dès qu'il a sa réponse, il abandonne le groupe, là. Malgré qu'il y a quand même certains groupes qui vont être beaucoup plus stables. Mais c'est ce que j'observe. Les groupes d'hommes sont beaucoup... les amitiés féminines, par exemple, sont à vie, alors que les hommes ont plutôt des amitiés circonstancielles.
on peut avoir aussi des amitiés à vie. Mais quand on regarde les deux côtés, on se rend compte que les femmes ont des amitiés beaucoup plus solides et à vie que les hommes. Mais par rapport au mouvement, justement, il y a eu, on pourrait dire aussi qu'il y a une plus grande permanence en termes d'institutions qui vient supporter finalement le féminisme, parce qu'on sait que on a des observatoires sur le féminisme, qui est très financé par l'État. Il y en a qui vont parler de féminisme institutionnalisé. Ça, de ce côté-là, évidemment, c'est un appui qui permet justement un mouvement que des fois des pertes de souffle, on le voit. Avant MeToo, on en parlait très peu, ça revient, tout ça. Puis là, je dis ça comme ça parce que nous, on est très d'accord que le féminisme, en termes pour préoccuper de la condition féminine, ça, il y en a... C'est pas fait. Tout ce qui va avantager la condition féminine peut, conséquemment, améliorer la condition masculine et la condition des enfants aussi. Il ne faut pas les oublier, les autres. Puis l'inverse aussi. C'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Et c'est pour ça que en 2005, lorsque j'ai présidé le 2e Congrès international Parole d'Homme, le thème, c'était « Féminisme plus hominisme ». On reviendra peut-être tantôt sur le thème masculinisme, mais féminisme plus hominisme égale humanisme. Okay? Donc, il faut arrêter de... Mais quand je reçois un couple en thérapie, là, au départ, ils viennent pas voir un intervenant en relation d'aide, là. Ils viennent voir un juge. Dites-lui, M. Dallaire, que c'est lui qui est dans le tort. Et évidemment, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? C'est facile d'accuser l'autre. Et dans les couples malheureux, c'est ce qu'on fait. Et dans notre société, ce qui se passe au niveau du couple, ça se passe au niveau de la société. C'est la même dynamique. Alors que les couples heureux, les autres, ils se mettent d'accord pour être heureux plutôt que de chercher à avoir raison et continuellement accuser l'autre d'être le responsable de son état. Ouais, il y a souvent le tu qui tue, puis... Non, c'est pas vrai. C'est pas le tu qui tue. C'est qu'est-ce qui tue? Ça, c'est Jacques Salomé qui a dit ça, en parlant de ce qu'il appelait, lui, la communication de klaxon, là. Tu. Ce n'est pas le tu qui tue. C'est ce qui vient après le tu. Ouais, c'est ça. Tu es si intelligent, tu es si beau, tu es si formidable. T'es con ou quoi? T'es un obsédé sexuel ou quoi? Ouais. C'est pas le tu qui tue, c'est ce qui vient après. On constate chez les couples heureux qu'ils se disent 5 à 10 fois plus de compliments que les couples malheureux qui sont devenus experts en communication merdique. Et malheureusement, dans un certain discours, il y a des experts en communication merdique en accusant l'autre d'être le responsable de leur état. Parce que et justement, au féminisme victimaire revanchard extrême, il y a une réaction, un ressac qui s'appelle le masculinisme victimaire et revanchard. C'est pas de notre faute, c'est la faute des femmes. Arrêtez, s'il vous plaît. De féminisme. Comme dans la théorie du genre, là. Ces gens-là mélangent sexe et genre. C'est Simone de Beauvoir qui a dit « on ne naît pas femme, on le devient ». Mais non, on naît femme ou homme, on devient masculin ou féminin. Le genre, c'est le résultat de l'influence sociale, de l'éducation, alors que le sexe, on devient au monde mâle ou femelle ou hermaphrodite, parce qu'il y a aussi des malformations congénitales qui fait qu'on est à moitié homme, moitié femme, là. Et on pourrait s'étendre longtemps sur ça. Je pense qu'il y a aussi un petit pourcentage. Entre autres, en République dominicaine, là, ce qu'on appelle les huevedoches, qui sont des enfants qui viennent au monde avec une apparence de fille, mais à la puberté, ils se transforment en garçon. Fait que, mais on est homme ou femme, on devient, quel masculin, quel féminin je vais développer, ça dépend de l'éducation. En fait, il faut pas mélanger les deux. Mais justement, c'est le mot français, il y a la langue qui est important. On vous dit on est homme ou femme. En fait, on pourrait dire on est mâle et femelle, mais le terme femelle, déjà, c'est pas très... c'est ça. En anglais, ça se dit mieux female, mais ici, en fait, c'est ça. Mais en fait, c'est cet objet-là qu'on pointe, là. En fait, on dit, c'est sexe, ce serait mâle et femelle, puis en fait, en réalité, la deuxième connerie qu'a dit Simone de Beauvoir, c'est, en parlant du sexe féminin comme étant le deuxième sexe. Or, le sexe de base, c'est le sexe féminin. C'est le X. On est tous, ici, on est 3 hommes, là, avec notre régisseur, là. On est 3 hommes et on a un X. Qu'est-ce qui fait que nous sommes différents d'une femme? C'est à cause du Y. Qui fait qu'on va évoluer différemment de notre sexe de base, qui est le X. On est tous, quelque part, femelles. Ouais. Okay.
Sauf que on est des femelles spécialisées dans certaines fonctions. Mais je crois que Simone, elle disait ça plus par rapport Au niveau social. Au niveau social, on s'entend. Puis on va le dire tout de suite, déjà le réflexe, comment qu'on est, si on n'a pas de régisseuse, c'est parce qu'on en a pas, on en aimerait bien avoir une, mais effectivement, on a juste 3 hommes autour, mais c'est pas exclusif, au contraire, on cherche des bénévoles, vous êtes toutes... et il y a beaucoup de femmes qui parlent aussi, qui parlent en faveur des hommes, on a Denise Bombardier, on a Badinter, on a des gens, Badinter qui a écrit son livre sur le féminisme en disant « Vous faites fausse route » en accusant l'autre sexe d'être responsable de votre état. C'est facile d'accuser l'autre. Oui, puis au lieu de prendre la responsabilité de son état. Ben, vous savez mon âge, 1976. Ouais. J'ai grandi à l'époque justement parce que Jeannette Bertrand avec Parler pour parler, avec Guy Corneau qui venait à l'émission parler une fois par mois, qui parlait des conditions masculines. Tout ça. Mais moi j'ai appris beaucoup de ces émissions-là, puis j'ai réécouté ça le mois passé. C'est le fun de les revoir, puis c'est toujours d'actualité, puis c'est très intéressant de voir que déjà à l'époque, il y avait beaucoup d'hommes qui s'émancipaient, parce que l'émancipation de l'homme, c'est ça qu'on parle pas beaucoup. L'émancipation de la femme, oui, parce que on part avec le récit qui était ostracisé de part et d'autre, qui est pas nécessairement vrai, parce que elle avait quand même... en fonction des familles, un certain pouvoir qui était différent. Mais je dirais ici, l'homme aussi s'est émancipé par rapport à l'émancipation sexuelle. On dit que c'est société, mais les hommes aussi, il y avait beaucoup d'enjeux de dire un homme, faut que automatiquement, un homme, faut que ça bande dur, faut que ça soit tough. L'homme s'exprime ses émotions, là que je sais très bien que les hommes sont aussi, sinon plus sensibles et plus émotifs que les femmes. Là, on a parlé plusieurs fois de l'hominisme. Ça, c'est un mouvement que vous avez fondé là en 2006. 2003. Avec John Gutland, qui avait lu mon livre, On est fier de l'être, écrit en 2001, et c'est un Suisse de Genève, et qui voulait faire une conférence pour présenter ma façon de voir les hommes. Finalement, ça s'est développé en un congrès de 2 jours sur la condition masculine. Ah ouais. Okay? Et le thème du premier congrès, c'était « Quand l'homme reprend la parole », 3 petits points. Okay? Et on s'est retrouvés entre hommes. On a invité des journalistes à participer à nos débats. Il y avait des femmes aussi qui participaient à nos débats, pas à nos combats, à nos débats. Oui. Et une des journalistes a fait un compte-rendu sur le congrès et elle a écrit « Quand l'homme reprend la parole, il offre des paroles de paix. » Et c'est une des choses qu'un homme recherche, et dans son couple, et dans la vie. Mais malheureusement, à cause du proverbe « Celis pacem parabellum », si tu veux la paix, prépare la guerre, ben, on est quand même des humains erratiques, et on peut faire, les hommes, tout comme les femmes, peuvent faire des erreurs. Le deuxième congrès, il était à Montréal, avec le thème « Féminisme plus hominisme égale humanisme ». Et le troisième à Bruxelles, en 2008, qui parlait de l'état des lieux. Okay? C'est quoi la condition masculine? Quelles sont les ressources pour les hommes? Et justement, on constate qu'il y en a beaucoup moins que des ressources pour les femmes. À partir de 2008, vous avez parti quand même d'un mouvement. Je veux savoir, aujourd'hui, il y en est quoi de ce mouvement-là? Puis comment ça a évolué à partir de 2008? On n'a pas eu de relève pour faire un autre congrès ou colloque là, international à Paris, à Genève, etc. Là. Fait que, et nous, ben, les principaux acteurs de ces congrès-là, John, moi et Patrick Guillot, entre autres, et Serge Ferrand aussi. Okay? Bon, on s'est quelque part pas nécessairement épuisé, mais c'est comme si on a fait le tour de la question. On dit, écoute, on a lancé ça et espérons que d'autres vont prendre la relève. Et c'est ce que je constate que Jules est en train de faire. En tout cas, du moins, je fais le relais pour déjà beaucoup de publications. Il y a notamment Patrick Guillot qui a publié récemment « Misogynie, misandrie ». Il y a 2 sexismes. Vous avez votre édition, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de bons livres sur le sujet actuellement. Moi, je me suis redirigé davantage vers qui sont ces couples heureux, parce qu'il y a des études qui ont été faites, qui ont suivi, entre autres une étude aux États-Unis, qui ont suivi 650 couples pendant 14 ans. Et ils ont vu les couples évoluer pendant ces 14 ans-là. Et le thème de ma formation, c'est thérapie conjugale positive.
Non, moi, je veux mettre l'accent sur ce qui est positif, pas sur le négatif, parce qu'on construit rien sur le négatif. Mais selon certains ou certaines, Yvon, seriez un masculiniste vraiment rancunier, méchant, puis qui voudrait... Là, comment vous faites pour concilier? Quand quelqu'un me juge, Ouais. j'apprends quelque chose sur la personne. Moi, je sais qui je suis. Je suis bien centré et, écoute, sans être narcissique, j'ai quand même une bonne estime de moi, avec tout le travail que j'ai fait, puis tout ce que j'ai construit comme milieu de vie autour de moi. Alors, j'ai de quoi être fier d'avoir tout fait ça et d'être un homme. Okay? Et quand quelqu'un me juge, j'apprends quelque chose sur la personne, et la personne qui est en face de moi, elle doit pas m'aimer, tant pis pour elle. Puis on va parler du terme masculiniste qui a aussi dos large comme tel. Bon, quand on a la définition du Grand Dictionnaire terminologique du Québec, on parle c'est l'ensemble des mouvements qui se préoccupent de la condition masculine. C'est plutôt large. Ça, c'est positif, ça. Mais quand on retrouve sur des fiches Wikipédia ou certains néo-féministes, automatiquement, un masculiniste, c'est quelqu'un qui est automatiquement misogyne, quelqu'un qui a la haine envers les femmes. Un homme qui parle en faveur des hommes, ou une femme qui parle en faveur des hommes, positivement sur les hommes, c'est considéré comme parler négativement contre les femmes. C'est où la logique? On peut pas faire les deux combats pour eux, c'est très manichéen comme vision. Je vais vous poser la question, encore sur la condition masculine. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que la masculinité vit une forme de crise? La vie est une suite de crises. Et il faut jamais oublier que toutes les lettres du mot crise se retrouvent dans le mot croissance. Une crise, c'est un moment privilégié pour apprendre à mieux se connaître en se confrontant avec d'autres ou même avec soi-même pour pouvoir évoluer de façon positive. Est-ce que la masculinité est en crise? Avec tout le mouvement woke dont on entend parler et qui dit que l'homme de 50 ans, blanc, hétérosexuel et tout ce qu'il ne faut pas être, hégémoniste et tout ce que tu veux, qui a profité de toutes les autres races, et là qu'on va mettre... on va aller pour défendre les minorités. On va dire, écoute, l'homme blanc, il est sur le bas des accusés, comme les autres hommes, c'est ça. Mais est-ce que vous croyez depuis, si vous avez une perspective, par exemple, depuis 500 ans, parce que on voit que les femmes, quand même, par rapport à la modernité, ont eu des mouvements, ils sont quand même questionnés, ils ont montré la voie, justement, de dire comment que nous, on vit notre modernité. Est-ce que, on parlait tantôt que les hommes ont peut-être moins fait ce travail-là comme tel? Pensez-vous que si c'est vrai qu'on a une suite de crises, c'est tant vrai pour les femmes que pour les hommes, est-ce que l'homme est un petit peu justement en retard des fois sur son époque? Non, je dirais pas ça. Là. Ça dépend là aussi, si on regarde autour de la Terre, il y a des situations où les femmes sont vraiment comme en Afghanistan, c'est épouvantable ce qui se passe là-bas. En Algérie, même chose, on impose le voile aux jeunes filles, puis celles qui veulent pas le porter, on les attaque, on va les violer, on va les violenter. Ici, au Québec, on n'a pas on est même un des pays où le taux de violence est le plus faible au monde. Même si on en parle beaucoup, mais de présenter l'homme comme étant toujours l'agresseur et la femme comme étant toujours la victime, alors qu'on sait très bien que dans un couple, lorsqu'un des deux est violent, généralement l'autre aussi l'est violent. Et quand il y en a un seul des deux qui est violent, ça peut être autant le fait des hommes que le fait des femmes. Mais de dire que c'est l'homme qui est le coupable et la femme, et faire l'amalgame dont vous parliez tantôt, là. On a la difficulté justement à estimer la source des violences en termes de couple hétéro. Mais on entend parler d'un chiffre qui tourne autour de 25% de la violence qui vient des femmes. Toutes les études scientifiques faites par des équipes universitaires formées d'hommes et de femmes idéologiques démontrent qu'il y a à peu près 7 à 8% et des hommes et des femmes qui sont victimes de violences conjugales. En dehors des meurtres entre époux, où il y a 3 à 4 femmes tuées pour un homme tué, toutes les autres formes de violence, que ça aille de la gifle à la poussée, ou moi j'ai déjà vu un homme avec un fer étrempé sur le ventre, toutes les autres formes de violence en dehors des meurtres entre conjoints, c'est égalitaire.
Il y a autant d'hommes battus que de femmes battues. Mais évidemment, l'homme n'ira pas à la police pour le dire. Mais si on regarde les statistiques du ministère de la Justice, qui compile toutes les plaintes portées à la police, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y avait quoi, 2-3% d'hommes qui allaient à la police pour déclarer qu'ils étaient victimes de violence conjugale, alors que les derniers chiffres que j'ai vus, il y a quelques années, 22% d'hommes, 22% des plaintes à la police, il y en a à peu près 15 000 à 16 000 par année ici au Québec, venaient de la part des hommes. Mais ils sont moins pris au sérieux. Ils sont moins pris au sérieux et on va dire des choses qu'on peut pas dire pour une femme. Tu l'as cherché. C'est un peu, en fait, c'est les mêmes répliques que nous on dénonce par rapport aux femmes qui ont des violences ou qui se font abuser ou qui ont été violées. Oui. Avant MeToo, c'est cette difficulté de voir la police peut être pris au sérieux. Mais en fait, je dirais pas, là je veux pas comparer les gravités, là, chaque cas est unique, là. La violence n'a pas de sexe. C'est ça. Mais après, on voit que nos services policiers, ils doivent évoluer. Ils ont évolué. On entend ça aujourd'hui par rapport à les plaintes par rapport aux femmes, elles sont plus crues aujourd'hui. Et puis heureusement, tandis que les hommes comme tels, il faut justement qu'ils ne se sentent pas jugés quand ils viennent faire une plainte. L'homme qui porte une plainte pour violence conjugale perd son statut d'homme. Il y a toujours une certaine virilité, mais on dirait qu'il y a une virilité qui est saine puis une autre qui est malsaine. Parfois, on va le dire comme ça aussi. Il y a une discrimination qui est positive, une discrimination qui est négative. Et voilà, c'est ça, exactement. Donc, comment qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer la condition masculine, là, si en gros, je sais que vous allez dire, on peut lire mon livre déjà. Oui, de lire la deuxième partie de son livre. En quoi c'est beau et bon d'être un homme? Mais qu'est-ce que les hommes ont fait depuis le début de l'humanité pour améliorer nos conditions de vie? Et ici, au Québec, on est un des pays au monde, avec les pays nordiques, où il fait le mieux vivre. On a les meilleures conditions de vie. Et ça, c'est grâce à qui? Aux hommes et aux femmes qui nous ont précédés. Alors, il faut arrêter, moi, j'adorerais avoir une journée internationale des couples heureux. Ah, ben oui, ça où serait des génial, hommes ça. viendraient parler positivement des femmes et où des femmes viendraient parler positivement des hommes. Là, je veux juste qu'on sorte de l'hétéronormalité. Vous parlez aussi, vous n'avez pas de problème avec les couples du même sexe, là. Pas du tout, j'en ai qui viennent me consulter régulièrement. Puis, des lesbiennes ou des gays. Mais est-ce que c'est vrai qu'au niveau des couples plus lesbiennes, il y a aussi beaucoup de violence conjugale dans ce... Il y a une étude de Montréal, c'était publié par l'Institut des femmes lesbiennes de l'île de Montréal, qui démontrait qu'il y avait 2 à 3 fois plus de violence entre les lesbiennes qu'entre les hétérosexuels. On parle de 20 à 25% des couples lesbiens qui ont de la violence conjugale, alors que pour les couples hétérosexuels, c'est 7 à 8%. Alors, il y a un besoin, ce type de couple-là, que ce soit hétéro... mais il faut voir la violence comme étant pas la cause, pas le problème, c'est la conséquence d'un problème. Le problème, c'est que les deux partenaires sont malheureux, ils sont souffrants et ils sont inhabiles à développer des habiletés relationnelles pour satisfaire leurs besoins. On parle d'enjeux de communication dans les couples, homosexuels ou hétérosexuels, peu importe. Des outils comme la CNV ou d'autres moyens, qu'est-ce que vous pensez de ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la communication? La CNV, la communication dite non violente, c'est un beau concept, mais qui n'a aucune donnée probante. C'est basé sur absolument rien et il n'y a aucune recherche qui a démontré que ça pouvait être efficace. Mais l'observation des couples heureux nous ont démontré qu'effectivement, les couples heureux... les couples n'ont pas de problème de communication, mais ils ont 3 problèmes reliés à la communication. Le premier problème, c'est si après discussion, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord, est-ce qu'on a un problème de communication? Absolument pas. Vous avez été franc, honnête, transparent, j'ai fait la même chose, on n'est pas d'accord. Les couples heureux, après discussion, se rendent compte qu'il y a des sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord et ils évitent ces sujets-là. Ils se mettent d'accord pour vivre avec des désaccords à vie et évitent les sujets sur lesquels ils sont en désaccord. Deuxième problème relié à la communication, c'est à chaque fois que je vous vois, je vous parle de vos défauts. Je vous parle de ce que j'aime pas chez vous. Je vous parle de tout ce que vous devriez changer pour... Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez me renvoyer comme balle au mur? À peu près la même chose. Les couples malheureux sont devenus experts en communication merdique. C'est pas un problème de communication. C'est un problème de contenu de communication. Or, les couples heureux se disent 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches.
pour ça qu'ils sont heureux, parce qu'ils construisent sur le positif. Et le troisième problème relié à la communication, bien évidemment, c'est l'interprétation qu'on fait des dires et des gestes de l'autre. Même le silence, c'est une façon de communiquer. C'est pas, les couples n'ont pas de problème de communication, mais on perçoit ça comme étant un problème de communication. Non. C'est un problème de contenu, c'est un problème de consensus, puis c'est un problème d'interprétation. Oui, parce que vous en parlez dans votre livre que l'homme communique également, mais juste différemment de la femme comme telle. Puis et les hommes parlent autant que les femmes, mais pas dans le même contexte, c'est pas les mêmes sujets. Puis peut-être moins lié aux émotions, plus des trucs d'utilité, il est en mode solution l'homme souvent. C'est généralement ça que quand un couple vient en thérapie, on a 3 types de clients. Hein. Il y a le visiteur, celui qui vient forcer parce que sa femme va divorcer, celui qui se plaint, puis dans la majorité des cas, c'est madame qui se plaint, mais qui est pas prête à acheter des solutions. Et tu as des acheteurs, justement, qui, eux, viennent, ils savent qu'il y a un problème, ils veulent rapidement trouver des solutions. Le visiteur et l'acheteur sont généralement des hommes, alors que le plaignant, il y a aussi des hommes qui se plaignent, mais dans mon expertise, c'est beaucoup plus les femmes qui veulent parler du problème. Et leur solution, justement, c'est d'en parler. Donc, s'il y avait un bon outil à améliorer, en tout cas, c'est d'aller consulter déjà. Ça promet des choses. C'est de développer des habiletés relationnelles. Mais en même temps, ce que j'entends, ce que vous me dites, c'est que parfois, c'est juste qu'il n'y a rien à faire aussi. Il y a des couples qui sont pas faits pour aller ensemble. La séparation, l'objectif d'une thérapie n'est pas de sauver le couple à tout prix. Voilà. C'est de leur donner le maximum d'informations pour qu'ils prennent la meilleure des décisions dans un sens ou dans l'autre. Et que les deux prennent la même décision. Parce que si l'un veut sauver son couple et l'autre n'en veut plus, celui qui veut sauver son couple n'aura pas le choix que de subir la décision du premier. Je vais revenir un petit peu sur justement le livre Homme est fier de l'être. Ça vous a attiré quand même beaucoup de critiques négatives, hein? C'est ça. Énormément. Et puis, comment vous pouvez expliquer ça, cette réaction-là par rapport, j'imagine que c'est pas le grand public, comment c'était, comment vous l'avez vécu, parce que... Si je résume rapidement, là, quand j'ai réécrit la deuxième version de ce livre-là, la deuxième édition, je me suis posé la question, est-ce que je le fais? Parce que dans 2001, j'étais considéré comme étant celui qui parlait contre les femmes, que j'étais un anti-féministe de la pire espèce, alors que c'est pas vrai. Mais si on parle de différence entre les sexes, ce qui existe, ce qui est vrai, la science le démontre, on se fait traiter de sexisme. Parler de violence des hommes violentés, dans la tête de certains, c'est parler contre, c'est minimiser la violence des femmes, ce qui n'est pas vrai du tout. Parler de biologie, de tendance héréditaire, c'est comme c'est être rétrograde, c'est être machiste, etc. Écoutez, mais moi, quand j'entends ces gens-là, je me dis, en psychologie, on apprend le mot projection. Ouais. OK? Fait que si vous pensez que moi, je suis comme ça, c'est que... OK, vous avez tout dit. Pas besoin de dire plus. J'ai une question plus large. Je veux savoir, intellectuellement, quels sont les auteurs que vous avez influencé plus dans votre pratique? J'ai tellement, j'ai une bibliothèque, là, j'ai des boîtes de livres là, que je suis en train de délaguer. Là. Il y en a Goldman, c'est sûr que Goldman, celui qui a l'intelligence émotionnelle, qui parle aussi de la communication là-dedans. Le paradoxe de la passion, écrit par Delis. Tous les couples sont aux prises avec le paradoxe de la passion. Et souvent, c'est lui le coupable qui fait qu'il y a 2 victimes. Là. Un qui trouve qu'il n'y a pas assez de nous, puis l'autre qui étouffe dans son couple. Et qui peut mener justement à la violence, et psychologique et physique. Il y a Gottman, celui qui a fait de la recherche sur les 650 couples, et nombreux. Stephen Klein, qui a écrit le livre « Apprendre à être heureux ». On peut en profiter parce que vous avez un site web, yvondallaire.com. Vous avez déjà des publications, mais là-dedans, vous référez des livres, et les vôtres sont là comme tels. C'est ça. Puis dans la description de ma formation en thérapie conjugale positive, à la fin, il y a toute ma bibliographie dont les auteurs les plus marquants, les livres les plus marquants pour moi, sont en caractère gras. Fait que les gens qui vont aller voir la description de ma formation vont pouvoir voir les auteurs qui m'ont les fondements de votre pensée et de votre démarche, absolument. Là, j'ai une grande question. Là, j'ai une bonne question pour vous, là.
concernant un certain professeur de l'UQAM, un certain Francis Dupuy-Derry. Bon, vous n'avez pas toujours des idées qui sont qui convergent, lui et vous. Qu'est-ce que vous pensez de sa pensée, de ce Comment monsieur voulez-vous, qu'est-ce que vous voulez que je pense d'un professeur intelligent, il est à l'université, qui décrit le masculinisme comme un mouvement qui veut empêcher l'émancipation des femmes. J'imagine que dans sa tête, c'est l'inverse. C'est que si lui définit le masculinisme comme étant un mouvement qui va à l'encontre ou qui va empêcher l'émancipation des femmes, ça veut donc dire que le féminisme, c'est l'inverse. Qu'est-ce que vous voulez que je pense de ça? Justement, est-ce que vous avez eu l'occasion de lire des ouvrages de Dupuy-Derry? Ben justement, ce que je viens de dire, là, la définition du masculinisme comme étant un mouvement qui veut empêcher l'émancipation des femmes, c'est dans son livre Le masculinisme ou l'antiféminisme démasqué, dans lequel je suis le premier auteur cité et l'auteur le plus cité. Mais tous les gens qui ont parlé en faveur de la condition masculine sont cités là-dedans, y compris la présidente de l'Ordre des psychologues, Rose-Marie Charest. Parce qu'elle a osé dire des choses positives sur les hommes, elle se fait classer comme étant antiféministe. Antiféministe, parce que pour eux, l'étiquette masculiniste, c'est comme l'étiquette naziste, c'est comme on fait un point de Godwin, bang, on t'empêche, là, on te cancelle en ce moment. C'est ça, et c'est pour ça que je préfère le terme hominisme, qui est plus neutre. Mais qui, si on regarde Wikipédia, il y avait une page hoministe qui a été complètement détruite pour être intégrée dans le masculinisme, puis dire, ben voici, c'est toute la même gang qui pense, toute la gang de misogynes qui sont là. Exact. Alors, on n'ira pas là, mais on voit que c'est pas... c'est ça la guerre des sexes, il faut en sortir. Là, j'ai fini mes questions. Est-ce qu'il y a un ou deux sujets que tu voudrais qu'on entre? Les groupes d'hommes qui, à mon avis, sont les plus valables, c'est des groupes qui sont, au Québec, ça s'appelle les hommes de cœur. Okay? Si vous écrivez hommes de cœur sur Internet, vous allez voir, c'est pas des psys qui chapeautent ça, c'est des hommes qui ont quand même une certaine connaissance en relation d'aide, qui vont à chaque année faire un week-end de 3 jours pour les hommes. C'est des retraites d'hommes, là. C'est des retraites d'hommes pour retrouver ce qu'on pourrait appeler le guerrier en soi. Pour retrouver ses couilles, pour retrouver sa dignité, ok? Et ça se passe entre hommes, c'est des mises en situation qui permet aux hommes de justement se confronter à eux-mêmes pour pouvoir s'assumer davantage. Okay? Puis je crois que c'est depuis les années 80, ça existe, c'est pas... Les hommes de cœur, oui. Oui, et ça vient d'un mouvement des États-Unis, là. Et en Angleterre, il y a aussi Mankind Project, qui, à mon avis, est dans les groupes d'hommes ce qu'il y a de mieux pour aider les hommes à redevenir des hommes. Ce type d'organisation-là versus Homme Québec, ce serait quoi les différences? J'ai participé à des groupes Hommes Québec, j'ai participé aussi comme participant, là, pas comme animateur, à Hommes de cœur, et entre les deux, je préfère de beaucoup les Hommes de cœur, parce que, c'est ça, là... c'est une préférence, mais on s'entend que... Les deux sont utiles, là. C'est utile, c'est ça, il faut... Les Hommes Québec, c'est d'aider les hommes à entrer en contact avec leurs émotions et à pouvoir les exprimer, c'est correct. Il y a tour de rôle, puis les hommes se reconnaissent entre eux. Parce que le problème avec les hommes, c'est très souvent, c'est je vis quelque chose et je pense que je suis le seul à le vivre. Oui. OK, au niveau émotionnel. Alors, et j'en parle pas autour de moi, mais si les hommes se parlaient davantage de leur vie intime, de leurs pensées intimes, de leurs émotions intimes, ils verraient qu'on est tous pareils. Alors, puis il faut pas attendre d'avoir des gros problèmes pour aller consulter, ou pas consulter, dire juste aller voir ce qui se passe là pour dire... Mais les hommes, très souvent, vont en dernière analyse, ils vont aller consulter quand ils sont en crise. Il y a une revue, je sais pas, la revue Elle, là, Elle Québec. Oui. Ouais, les femmes ont déjà ce type de médias-là. Les hommes, on n'a pas le Il, mais il existe, puis il y en a qui sont juste moins connus, moins médiatisés, mais les hommes auraient intérêt justement à se parler entre eux. Et voilà. Voilà. Que ce soit dans le cadre de Hommes de cœur ou dans le cadre des groupes Hommes Québec. Mais les deux n'ont pas tout à fait le même objectif et ils sont pas dirigés de la même façon.
Dans Homme de cœur, on met les hommes en situation pour leur faire vivre les choses. Okay? Alors que dans les hommes de l'Homme Québec et autres, c'est plus un échange verbal. Yvon Dallaire, merci beaucoup d'être venu à cette première entrevue que je fais. Ça a été très généreux de votre part. J'espère que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes vont écouter cette entrevue-là, puis aller explorer justement les différentes solutions, les différentes avenues là, qu'on a parlé aujourd'hui, parce que on s'entend, c'est des sujets qui peuvent être très larges, puis très, très riches en même temps. Puis moi, je suis très heureux de vous avoir accueillis. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Cardinal. Je souligne de nouveau la réédition de votre livre « Homme est fier de l'être » ou « Homme est toujours fier de l'être » aux éditions Option Santé, disponible en version papier et numérique. On peut apprendre davantage sur vos publications et vos formations directement sur votre site yvondallaire.com. Et j'invite les gens à aller sur mon site pour s'inscrire à mon infolettre mensuelle sur le couple. Gratuit, j'imagine. C'est gratuit. Et voilà. Quant à nous, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Merci beaucoup et à bientôt.